Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, voilà, on va essayer de vous présenter un petit peu la nouvelle émission, donc c'est une émission de débat, une émission où on va simplement essayer de parler de l'actualité, mais de manière générale et surtout de manière assez cool. Donc on est trois potes, donc je me présente Salim, il y a aussi Nassim et le troisième, Philippe. on sait très bien comment est YouTube, c'est une véritable... on l'a pas encore. C'est le grand truc, justement, c'est qu'on l'a pas encore. Mais justement, dites-le nous en commentaire, essayez de nous proposer des propositions, vraiment, on est un espace démocratique. On est là, on écoute. Et donc justement, vu qu'on est censé parler d'actualité de manière générale, la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est mais à quoi joue Trump? Entre eux, au final, les droits de douane, le Groenland, le Venezuela, l'Iran, le Conseil de la paix... Et encore, je pourrais y passer toute la journée. C'est pas forcément, voilà, on n'a pas forcément le temps, on a aussi un travail. Nous ne sommes pas des chômeurs. Mais on se pose la question, à quoi il joue? Et on en revient, justement, au thème de la vidéo, de notre vidéo du jour, qui est est-ce qu'on part pas vers un nouveau multilatéralisme, vers un nouvel ordre mondial? Est-ce que le monde qu'on a connu depuis toujours n'est-il pas en train de changer? Donald Trump qui monte les muscles, Emmanuel Macron et ses lunettes de soleil, tout le monde les a vues. D'ailleurs, j'ai eu très envie de les acheter. Pas toi, Philippe? Bah moi aussi, mais bon, à 700 balles, faut réfléchir à deux fois, mais je trouve qu'il y a un vrai symbole derrière, il y a beaucoup de choses à dire derrière, et ouais, Entraide, c'est l'une des motivations pour moi d'être présent ici ce soir, donc j'ai hâte d'en parler. Eh ben ne t'en fais pas, on va en parler. Mais ces lunettes pour moi ça représente quelque chose. Un peu d'une certaine manière la société de l'image. Voilà, il est arrivé... Sincèrement, vous avez pensé à quel film? T'as pensé à quel film toi, Anas? Suspense. Top Gun. Bah oui. Forcément ça fait penser à Top Gun. Mais on va essayer d'analyser et de voir pourquoi ce choix-là. Pourquoi une démarche qui est militaire dans Top Gun? C'est des militaires, des aviateurs. Il y a quelque chose d'assez martial derrière. Et selon toi, Philippe, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron essayait de rentrer dans une espèce de confrontation avec Donald Trump avec des relents, d'une certaine manière, assez guerriers? Donc, effectivement, comme annoncé dès le début de l'émission, les lunettes sont vraiment le truc qui m'a donné envie d'en parler. Mais derrière, il y a énormément de choses qui se sont passées. Je pense que actuellement, on vit une période de grand chamboulement, en fait. On est arrivé à un moment où disons que le monde dans lequel on vivait, qui reposait sur certains principes, est en train de basculer pour plusieurs raisons. Et donc, le nouveau monde vers lequel on évolue s'annonce comme étant un monde qui n'est plus vraiment basé sur les notions qu'on avait avant, par exemple l'état de droit, mais qui sont plutôt basées sur un rapport de force. C'est un contexte qui nous est imposé et avec lequel il va falloir composer. Et je trouve que dans un scénario pareil, dans une situation pareille, avoir la réaction qu'on a eue cette semaine de la part de notre gouvernement, c'est plutôt rassurant pour moi. Parce que en plus déjà de réaffirmer la force des institutions qui sont les nôtres, elle pose en fait les bases d'un nouveau monde. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse et voilà, moi c'est l'événement qui a marqué cette semaine et pour toutes ces raisons-là, je pense que ça mérite de s'y intéresser un petit peu. Très sincèrement, tu sais quoi Philippe? Je te rejoins parfaitement. Je pense vraiment qu'on est arrivé dans un nouveau monde, avec d'un côté une puissance dominatrice, qui est celle des États-Unis, qui avant essayait de l'englober de manière assez soft. Sa puissance, on la connaissait, mais c'était jamais frontal, c'était jamais direct. Il y avait une espèce finalement de correction naturelle par rapport aux alliés. Les notions d'alliés étaient importantes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un multilatéralisme qui n'existe quasiment plus, avec un Donald Trump qui a même décidé de fonder son propre Conseil de la paix. Moi, j'attends que Palpatine arrive. Vraiment, Dark Vador, Palpatine, voilà, peut-être Sauron, selon les dernières rumeurs. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Mais je trouve ça, c'est quand même assez dingue. Et finalement, on se pose la question de à quoi sert l'ONU? Où est l'ONU? L'ONU, c'est l'ONU. À mon avis, c'est justement la visée de Trump. C'est la visée de Trump. Mais l'ONU, il y avait le Conseil de sécurité. Il y avait 5 nations qui avaient un droit de veto. Dans son Conseil de la paix, c'est quand même génial. Déjà, faut payer. Il faut payer, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Vous avez passé 1 milliard, vous rentrez pas. Voilà. Le message donné, et ça c'est très clair, c'est les pauvres ne rentrez pas. Vous n'êtes pas invités. Déjà de base, ils ne sont pas invités. D'autre part, il n'y a qu'un seul droit de veto. Et ce droit de veto, c'est qui? Ah bah, c'est Trump. Forcément, c'est Trump. Et c'est quand même génial. Il nous dit très clairement
que le multilatéralisme est mort et que la seule loi qui doit primer finalement dans l'entièreté de la planète, c'est celle décidée par les États-Unis. Ils ne s'en cachent même plus. Et c'est quand même assez dingue. Enfin, je pense vraiment qu'on vit finalement un changement total de système, un changement total de notre monde qui n'avait pas été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et toi Nassim, alors qu'est-ce que t'en penses ? Très intéressant ce que tu viens de dire et ça va me faire rebondir aussi. Tu parles déjà de l'ONU, tu demandes à quoi sert l'ONU. Moi je pense que depuis toujours on se pose cette question, à quoi sert l'ONU ? Aujourd'hui encore comme avant, donc je pense que ça va toujours être le cas. Qu'est-ce qui a réellement changé aujourd'hui ? Je ne vois pas. Déjà avant, l'ONU on l'écoutait pas vraiment, c'était on va dire peut-être une voix qui nous validait, c'est vrai, qui validait l'image du pays. Mais sans plus, beaucoup de pays ne respectent pas, en tout cas, le droit international, tel que la Chine en mer méridionale, il me semble, en tout cas, et donc les États-Unis aujourd'hui. Par contre, ce qui a réellement changé, c'est la méthode Trump. Et la méthode Trump, c'est vraiment du rentre-dedans. Du rentre-dedans qui aussi permet aux pays qui sont contrariés de se révéler. On a vu que l'Europe était un peu trop dormante pour moi, un peu trop passive. Et bien aujourd'hui, elle se réveille. Elle se réveille avec un Macron qui a des lunettes. De quelle marque déjà ? Alors, selon mes sources, et là justement c'est le trou noir, j'ai complètement oublié, je les avais juste avant. Donc Macron est arrivé avec ses lunettes, a eu un très beau discours et justement a remis enfin l'Europe à sa place. Je dis pas la France, je dis l'Europe parce que maintenant justement ils avancent ensemble. Et donc comme je disais, Trump a permis de réveiller certains pays comme justement l'Europe et son orgueil qui enfin se met en place et on espérera de bonnes décisions et de bonnes actions pour la suite parce qu'on ne peut pas laisser un tel mec pour moi. Hein. Après on aime ou on n'aime pas Trump et encore une fois je trouve qu'il a provoqué parfois des bonnes choses parce que justement il réveille les gens mais on ne peut pas laisser faire surtout à la tête d'une telle puissance donc voilà. Eh ben écoute Nassim, je suis parfaitement d'accord avec toi et justement on en vient au prochain point de la vidéo, la place de l'Europe par rapport au nouvel ordre mondial finalement. On se retrouve en étau avec d'un côté ceux qu'on pensait être nos alliés, c'est-à-dire les États-Unis, d'un autre côté nos à la fois alliés commerciaux mais en même temps pas forcément alliés politiques, la Chine, et on se pose la question mais où est l'Europe ? Où est l'Europe aujourd'hui ? Et justement, encore une fois, c'est la question à la fois que j'ai envie de vous poser, c'est la question qu'à mon avis tout le monde a envie de savoir. Où est l'Europe ? Est-ce qu'il y aura un réveil véritable comme on a pu le voir à Davos avec Emmanuel Macron ? Ou est-ce que l'Europe va finalement bomber les muscles pour finalement se rendormir comme elle l'a fait depuis la fin de la guerre ? Donc c'est la question que j'ai envie de te poser, Philippe. Alors déjà, je pense que ce qui fait la force tranquille de l'Europe, c'est que c'est un gros consommateur. Certes, l'Europe n'a pas, au cours des dernières décennies, en termes de produits bruts, l'Europe n'est pas un continent qui a apporté beaucoup au monde, mais on a absorbé en fait les richesses de beaucoup de personnes. Et ça c'est très important dans le sens où quand tu cherches l'argent, en traite, tu le trouves en Europe. Et ça, c'est un levier considérable. Et c'est un truc qu'on a vu cette semaine. La conclusion des négociations sur le Groenland, ça ne s'est réglé que par ce levier-là, que par le levier financier que l'Europe a par rapport aux États-Unis. Et donc déjà ça, c'est une force non négligeable et ça constitue une base en fait pour construire quelque chose de plus solide face au monde qui nous attend. Donc moi, je ne serais pas d'avis de dire que l'Europe est démunie. L'Europe a des arguments, mais c'est clair qu'au fil de l'histoire, ces pays-là ont développé des intérêts divers et aujourd'hui, on doit tous les confronter pour s'aligner, mais ça serait un moindre mal par rapport aux enjeux qui nous attendent et on aurait tout à gagner parce que justement, il y a cette puissance. C'est ici qu'il y a l'argent, frère. Vous allez trouver l'argent partout ailleurs, et nulle part ailleurs. Parce que ce que tu me dis, Philippe, c'est véritablement vrai. En soi, on est le premier continent commercial. Et ça, j'ai l'impression que personne ne le sait. Personne ne le sait. D'un point de vue commercial, nous sommes les premiers. La première puissance commerciale. Et toi alors, Nassim, quel est ton avis par rapport à ça ? J'allais dire la même chose.
Et du coup, oui, je voulais confirmer ce qu'a dit Philippe. C'est qu'en effet, l'Europe, on l'oublie souvent, l'une de ses forces, c'est que c'est le premier marché. Après, l'un des problèmes de l'Europe, c'est qu'elle innove peu par rapport aux États-Unis ou à la Chine, par rapport aux plus grandes puissances. D'accord ? Et il faut savoir que, oui, elle innove peu, mais il faut se rappeler ce qu'est l'Europe. D'ailleurs, voilà, le marché, mais aussi son histoire et aussi sa capacité tout de même à proposer de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes. Il y a des idées en fait en Europe et ça on l'oublie. Il y a déjà un héritage énorme. Il y a la possibilité de se défendre même au niveau de la défense. On a pu le prouver aussi. Oui, mais la France et l'Europe, c'est ensemble. Et je suis d'accord avec toi, c'est plus la France que l'Europe. Et l'Europe devrait faire confiance à la France sur ça. Mais j'imagine que le débat est bien plus complexe si on est arrivé à se mettre d'accord avec les Allemands, etc. Mais on l'a vu, là, en se réarmant, l'Europe peut faire peur aussi à la Russie, par exemple. Ça, je le sais. D'ailleurs, la Russie, de ce que j'ai pu lire dans certains articles, etc., elle essaye de déstabiliser les élections françaises là, qui arrivent et même essaye de pousser un peu plus certains partis parce qu'elle a peur de la France d'une certaine manière. Ça veut dire une France instable, c'est aussi une Europe instable. Donc rappelons-nous que si on veut se défendre, pour moi après, je sais qu'il y en a qui ne sont pas pro-européens, etc., on peut garder notre souveraineté, mais pour se défendre, il faut être solide et connaître ses forces. Mais là-dessus, je te rejoins parfaitement, mais il y a un problème au niveau de la défense de l'Europe. C'est tout simplement le fait que, ça, il faut que tout le monde le sache, quand les Américains vendent des armes, ils les vendent avec les clés. Donc les clés, ils les conservent. En un bouton, il n'y a plus d'armes. Par exemple, les F-35, etc. Les F-35, c'est les avions de combat américains. En un bouton, un clic, ils sont inopérationnels. Toute l'Europe s'est armée américaine. Elle s'est armée avec du matériel américain, sauf la France, sauf qu'on est au sein de l'Union européenne. Qu'on le veuille ou non, nous sommes censés faire partie du même projet à la fois économique, culturel, mais aussi de défense. Sauf que personne n'achète français. Les seuls qui achètent français de manière générale sont des gens qui ne font même pas partie de l'Union européenne. Par exemple l'Argentine, personne n'achète français. Ils achètent tous américains. Le problème c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut dire qu'on va défendre le Groenland alors que l'armée danoise, par exemple, a une aviation entièrement constituée de F-35 américains? C'est très simple. Donald Trump, depuis son bureau, un bouton, il n'y a plus d'avion. Donc, si on parle véritablement de souveraineté, il faut revoir totalement ce principe-là. Typiquement, chose très simple, les Chinois le font, les Américains le font. Avoir une souveraineté industrielle européenne et faire en sorte qu'il y ait une priorité d'achat européenne. Sans ça, comment est-ce qu'on peut y arriver? Et c'est la question que j'ai envie de te poser, Philippe. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça. En fait, le premier problème avec cette histoire d'armement qu'on a en Europe, c'est que c'est un choix délibéré de beaucoup de pays de l'Union européenne parce que ça leur permettait de déporter une partie de leur budget, en particulier celle associée à la défense, à quelqu'un d'autre. Donc ils pouvaient consacrer cet argent-là à faire autre chose, notamment développer leur économie. Et c'est ça le truc, c'est que les États-Unis, pendant très longtemps, ont porté la charge de la défense de ces pays-là. Et donc du jour au lendemain, et c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas transitoire, c'est vraiment changement de régime et on vient vous dire il va falloir que vous changez vos habitudes. Ça impose que dans ces pays-là qui n'ont jamais eu à se poser la question de leur défense, du jour au lendemain, ils doivent se poser. Du jour au lendemain, on vient leur dire que une partie de vos impôts, vous allez les consacrer à la défense. Et ça change... en termes politiques, c'est un choix politique qui va influencer la politique. Donc, je comprends que les politiques qui aient longtemps misé sur les États-Unis, notamment par exemple l'Italie, soient un peu réticents à faire ces choix parce que ça aura un impact réel en fait, même sur leur vote. Mais voilà, vu la conjoncture, je pense qu'on ne peut plus faire autrement. L'Amérique est en train d'imposer aux autres pays. Est-ce que pour toi l'Amérique c'est un ennemi? Moi, c'est pas l'Amérique qui est un ennemi, c'est le régime qui est en place, qui est hostile pour des raisons. Oui, pour le citer, mais Trump pourra partir et quelqu'un d'autre le remplacera. Oui, mais j'en ai rien à foutre. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un d'autre pourra le remplacer qui sera plus conciliant envers l'Occident. Ça va pas régler le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a levé une vulnérabilité. Il va falloir que plus jamais ça ne se reproduise, en fait. C'est la base.
Non, en fait, moi je pense, oui, c'est vrai ce que tu dis et je comprends du coup les pays qui se sont engagés avec les États-Unis. Mais par exemple, comme l'Italie, je pense qu'ils planchent sur une nouvelle élection, donc vous venez d'en parler justement, et d'un nouveau dirigeant américain qui va être plus pro-européen. Du coup, ils misent aussi sur ça, je pense. Comme c'est tous les 5 ans leur. Moi, à titre personnel, je pense que il est vrai que un nouveau dirigeant qui ne soit pas Trump sera sans doute plus favorable aux Européens, hormis J.D. Vance, par exemple, le vice-président aujourd'hui américain, qui est d'ailleurs le favori pour les prochaines élections, c'est d'ailleurs le favori, qui est totalement anti-européen, mais totalement anti-européen. Il est même encore pire que Trump sur ces sujets-là. Mais si ce n'est pas lui, le futur président, on retournera finalement à un système comme on a connu. Mais simplement cette crise pointée du doigt à quelque chose, c'est que les alliances d'hier ne sont pas celles de demain. Et que finalement, il y a un problème aujourd'hui, c'est que finalement notre souveraineté, on ne l'a pas. Nous ne l'avons pas. Aujourd'hui, on nous le dit très clairement, et c'est encore assumé, qu'on n'est pas une grande puissance. Nous ne sommes plus une grande puissance. On est juste une puissance moyenne. Donc, moi, j'ai une question à vous poser finalement, c'est que ce monde d'après Seconde Guerre mondiale, dans lequel on pensait que l'Occident finalement constituait un bloc qui n'allait jamais éclater, de par le fait que c'était une civilisation commune, et donc du coup l'Europe, les États-Unis, c'était la même civilisation. ah oui, le bloc occidental, ouais. Voilà, on pensait que ça n'allait jamais éclater. Est-ce que finalement, c'était pas une parenthèse dans un monde qui a toujours été finalement la loi du plus fort, et où les alliances, où on croit qu'elles sont éternelles, finalement elles ne le sont pas, il faut toujours rester sur ses gardes. Non, moi, à titre personnel, après je laisserai mes deux compères donner leur avis, je pense vraiment qu'on retourne simplement vers un monde qu'on a toujours connu. Un monde de zones, où chaque État a ses zones. Les États-Unis avaient la doctrine Monroe, faut pas l'oublier. La doctrine Monroe, c'est très simple. C'est simplement, l'Occident se charge de ce qu'ils veulent, nous, par contre, nous restons en Amérique et on se charge de l'Amérique. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire de nouveau. Donc, on a eu une parenthèse, on a cru que cette parenthèse serait éternelle, elle ne l'est pas. Et le fait est qu'elle ne l'est pas. Donc c'est à l'Europe de se réveiller. Et la question, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'elle pourra se réveiller. Et pour ça, c'est aussi des positions politiques qui n'en auront pas forcément envie. Ce que j'allais dire, c'est justement c'est cette arrogance-là, en fait, que notre génération a eue. En fait, je pense que c'est une arrogance qui est commune à toutes les générations de l'histoire, de se dire que on a fait mieux que les autres et ça sera toujours mieux. Donc on a créé ce système qui a été extrêmement lucratif. L'Alliance transatlantique a rapporté des milliards aux participants et a quand même contribué au développement de l'humanité. On a vaincu des maladies et les vaccins, les campagnes de vaccinage, les machins. Ça a quand même été ça. Mais le Covid, les machins. Le Covid, c'est un miracle. C'est-à-dire qu'on a découvert une maladie qu'on ne connaissait pas et en 2 ans, les gens ont sorti un médicament de terre et ils ont vaincu une maladie. Donc on a accompli des miracles, mais je pense qu'on arrive au bout du concept où on se rend compte quand même que ça reposait sur l'hégémonie d'une seule puissance qui a fini par se consumer elle-même du fait de sa propre, je pense quand même, de sa ivresse. Et là on arrive à un point de bascule et pour moi c'est un peu excitant, mais aussi c'est un peu triste parce que ça vient quand même du pays que moi je considérais comme le fer de lance en fait. Donc moi depuis une semaine je tombe des nues, mais c'est l'histoire quoi, c'est l'histoire qu'on est en train de vivre. Finalement, le général de Gaulle avait un peu raison de se méfier. Clairement. Non mais, cette séquence-là de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est la France qui a joué sa meilleure carte. À la fin de la guerre, les deux grands vainqueurs, c'est les États-Unis et l'URSS. Oui, bien sûr. Et franchement, surtout les États-Unis ont beaucoup profité en fait de cette victoire-là. Parce que elles ont soutenu des pays qui avaient énormément d'argent et en retour, elles ont profité de ça. Moi, je dis, quand tu regardes bien l'explosion économique qui a suivi, c'est parce que les pays qui ont été libérés ont investi massivement en fait. Le plan Marshall. Bien sûr. Donc, nous avons essayé, durant cette vidéo, de poser un simple constat, que le monde était en train de changer. L'Europe, les États-Unis, la Chine, on a essayé de parler d'absolument tout. Mais finalement, il nous manque un seul continent. On n'a pas parlé d'un continent. Celui qui a été mis en valeur durant la dernière compétition de football, qui était tout simplement la CAN, l'Afrique. Notre prochaine vidéo parlera justement de ce sujet et de ce qui est connu comme étant habituellement la solidarité africaine. Est-ce qu'elle existe véritablement? Est-ce un leurre? Était-ce simplement un espoir? On va se poser la question la prochaine. Et aussi sa place dans ce nouveau monde. C'était génial. Ça va bien.